On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les formules de dérivation. Donc dans la continuité du cours qu'on avait fait sur l'introduction aux fonctions dérivées, là l'idée, ça va être d'aller un petit peu plus loin sur la dérivation parce que finalement, ce qu'on a fait avant, c'était surtout de voir comment, de façon très générique ou générale, on pouvait calculer des dérivées de fonctions, mais si par exemple je vous donne une somme de fonctions, par exemple une fonction qui est définie elle-même comme une somme de fonctions, alors à ce moment-là, comment on dérive? Et par exemple, est-ce que, là c'est l'exemple premier qu'on va voir, une fonction qui vaut f de x plus h de x, alors est-ce que la dérivée de cette somme, c'est égal à la somme de chacune des dérivées? Autrement dit, est-ce que la dérivée de fx plus hx, c'est égal à la dérivée de fx plus la dérivée de hx? Est-ce que c'est vrai, par exemple? Et donc, comme vous aurez parfois des fonctions qui sont définies, par exemple, comme somme de deux autres fonctions, il faudra savoir comment dériver à ce moment-là. Mais vous verrez qu'il y a plein d'autres cas de figure. Là, dans ce cours, normalement, la difficulté pour montrer les formules de dérivation vont être croissantes, c'est-à-dire que à la fin, on va arriver à quelque chose, vous allez voir, qui peut être un peu complexe, mais en même temps, nous permet de comprendre tous les enjeux qui sont inhérents à, tout simplement, le fait qu'une fonction tende vers un réel, le fait que une fonction soit dérivable en un certain point, etc. Mais en vrai, si on fait les choses dans l'ordre, ça ne va pas être très compliqué en fait. Et on va commencer ici avec la dérivée d'une somme de fonctions. Donc j'introduis une fonction g de x. Alors en fait, on n'est pas obligé en soi d'introduire g de x. On pourrait directement faire f de x plus h de x. G de x, c'est juste une fonction qui vient un petit peu condenser l'expression de la somme. Plutôt que d'écrire la somme, j'écris juste g de x et dans ma tête, je sais que ça vaut une somme de deux fonctions. Ça permet d'alléger l'écriture et de ne pas avoir à chaque fois écrire f de x plus h de x. Mais là, on va quand même le faire pour le coup, juste pour voir. Par exemple, donc, g' de x, on sait déjà que c'est la dérivée de tout ça, parce que tout ça, ça vaut g de x. Donc la dérivée de g de x, c'est la dérivée de tout ça. Maintenant, est-ce que la dérivée de g de x, c'est aussi ça? La dérivée de ça plus la dérivée de ça. Alors pour ça, on va tout simplement, en fait, reconstruire l'expression du coefficient directeur en un point de la fonction g, et puis faire tendre h vers 0 pour avoir la dérivée de cette fonction g. Donc du coup, g de x plus h, c'est f de x plus h de x plus h. Alors attention, peut-être j'aurais pu choisir d'autres lettres, mais le h qui est ici, c'est le h d'une fonction, et le h qui est ici, c'est juste le h qui correspond à l'écart qu'il y a entre l'abscisse x et l'abscisse qui vaut x plus h. On en avait déjà parlé dans l'autre cours de ça. Alors si je fais la différence des deux, c'est-à-dire j'ai g de x plus h, donc tout ça, moins g de x, g de x on l'a déjà défini en amont. Donc je reprends leur expression, attention à ne pas oublier de distribuer le moins, et en même temps je divise par h en haut et en bas avec h qui bien sûr est différent de 0. De toute façon on va faire tendre h vers 0, donc si on fait tendre h vers 0, c'est que h n'est pas égal à 0. Et là, j'ai juste à réarranger l'écriture parce que le moins f de x, je peux l'avancer et le moins h de x aussi. Et je me retrouve avec ça. Et bien sûr, par les propriétés des fractions, je peux séparer cette fraction en deux. Et en fait, quand je fais tendre les h vers 0, j'aurai donc la dérivée de ça, donc la limite quand h tend vers 0 ici, ici et ici. Et donc, j'aurai en fait que g' de x, c'est égal à f' de x plus h' de x aussi. Et pas seulement ça, c'est égal à ça, mais c'est aussi égal à ça. Alors bien sûr, en vérité, là, c'est une démonstration assez simplifiée,
parce que dans la réalité, si on veut vraiment démontrer des choses comme ça, il faut en revenir aux notions de limite, aux notions de valeur absolue. Il y a beaucoup plus de travail que ça à faire, mais ça permet déjà de se convaincre de cette chose-là. En tout cas, retenez que la dérivée d'une somme, finalement, c'est la plus simple en fait. J'ai une somme, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées de chaque fonction. C'est ça l'idée. Alors, pour la dérivée d'un produit, c'est un peu plus compliqué parce que il y a des choses que l'on peut faire, mais qui ne sont pas forcément très instinctives lorsqu'on les découvre. En tout cas, on se dit que c'est pas forcément très intuitif, mais en fait, avec l'habitude, c'est des techniques qu'on utilise souvent, mais même nous, on l'a fait finalement dans certains cours, pour, par exemple, lorsqu'on a besoin d'un élément qui n'apparaît pas dans une expression, on l'ajoute et puis on l'enlève en même temps, par exemple. C'est un peu ça ce qu'on va faire. Alors, donc je vais introduire cette fois-ci une autre fonction qui vaut le produit de deux fonctions. Donc g de x est égal à f de x fois h de x. G de x plus h est égal à f de x plus h fois h de x plus h. Et là, même idée, je vais reconstruire le dénominateur. Je vais diviser par h de chaque côté. Avant de continuer, je précise, et ça je n'avais pas précisé dans le cours d'introduction, mais je le précise maintenant, que la dérivée d'une constante, donc une constante c'est un nombre réel, d'accord, il n'y a pas de variable, c'est juste un nombre réel. La dérivée d'un nombre, tout simplement, ça vaut 0. Si on pose f de x égale a, donc une fonction constante, eh bien, une fonction constante, ça signifie que pour tout x, on a en fait f de x égale a. Mais si c'est vrai, c'est-à-dire que si je prends x plus h, j'aurai encore a. C'est-à-dire que en fait, ma fonction, ça correspond finalement à une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. C'est-à-dire que pour tout x, je prends x égale 1, x égale 2, x égale 3, et leur image, elle vaudra toujours a. Elle vaudra donc toujours la même valeur. Et donc, en fait, si je prends le coefficient directeur, vu que f de x est égal à f de x plus h, et f de x plus h moins f de x, ça vaut a moins a, ça fait 0. Sur h, ça fait 0. Et donc, la limite quand h tend vers 0 de 0, ça fait 0. Vous voyez déjà, le coefficient directeur vaut 0. Donc, limite quand h tend vers 0, ça va valoir 0 aussi, parce que dans tous les cas, j'ai qu'ici, les deux expressions que j'ai, enfin les deux termes que j'ai ici sont les mêmes. Pour le cas particulier, les fonctions constantes, ou pour tout x, eh bien, l'image sera toujours la même. Et donc, j'aurai bien le coefficient directeur qui est nul, et donc la dérivée qui est nulle lorsque je fais tendre h vers 0. Mais même avant que je fasse tendre vers 0, le coefficient directeur vaut déjà 0. Et cela en tout x. Cela pour tout x. Donc la dérivée, elle sera la fonction nulle, tout simplement. On voit bien, quand on a une droite, en fait, il n'y a pas de variation entre les images. Toutes les images sont les mêmes, donc leur variation est nulle. Donc le numérateur sera toujours nul pour tout x. Coefficient directeur nul pour tout x. Donc la fonction dérivée, qui va résumer tout ça, sera une fonction qui sera nulle. Pour tout x, ça sera nul, la fonction dérivée. Voilà. Donc maintenant, là, vous voyez, a priori, quand on a ça, on ne voit pas trop ce qu'on peut faire. Séparer le quotient, ça ne va pas nous amener loin. Nous, on veut se ramener à des choses qu'on connaît. Alors pour ça, en fait, il faut voir de quoi on aurait besoin pour savoir ensuite qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et on aimerait bien relier par soustraction, un petit peu comme on l'a fait avant pour lorsqu'on avait f de x plus h moins f de x, par exemple. Et comme on avait une division par h, on reconnaissait tout de suite le coefficient directeur de la fonction f, par exemple. Et donc, on aimerait bien relier par soustraction f de x plus h et f de x, ainsi que h de x plus h et h de x. Et pour ça, on va faire apparaître des éléments manquants qui vont nous permettre ça. Là, je vais faire apparaître f de x plus h fois hx. Et là, je vais faire apparaître f de x plus h fois hx, là il y a un moins bien sûr, comme ça les deux s'annulent et c'est comme si j'avais rien rajouté. Mais quel est l'avantage finalement de faire ça? C'est que je vais pouvoir factoriser. Là vous voyez j'ai f de x plus h deux fois et je vais factoriser, donc j'aurai donc à l'intérieur du facteur commun h de x plus h moins h de x.
Et là, vous voyez que progressivement, on va se rapprocher du coefficient directeur de la fonction h. Et là, c'est pareil, h de x, vu que je vois que h de x, il est en lien avec moins f de x, et bien en fait, l'idée, c'était bien de rajouter un autre h de x qui soit en lien avec f de x plus h, de sorte que quand je factorise par ce terme-là, j'ai bien à l'intérieur du facteur f de x plus h moins f de x. Et après, il suffira, comme je le rappelle ici, donc là, d'une part, je sépare le quotient additivement, et puis là, je sors le f de x plus h et le h de x, et là, on reconnaît bien la dérivée. Pourquoi la dérivée? Parce que ensuite, je vais faire tendre h vers 0, et là, j'aurai bien que ceci vaudra la dérivée de f, et que ceci vaudra la dérivée de h. Et là, quand h tend vers 0, ça vaut f de x, tout simplement. Et là, il n'y a pas de h, donc quand h tend vers 0, il n'y a aucun effet ici. Et donc, voilà en fait la formule de dérivée d'une fonction produit. Si vous avez un produit de fonction, l'expression de la dérivée de ce produit de fonction, c'est tout simplement l'une des fonctions fois la dérivée de l'autre, plus l'autre fois la dérivée de la première fonction. Et bien sûr, vous pouvez changer l'ordre, hein. C'est ce que je fais ici, je remets ça là, parce que c'est souvent dans ce sens-là aussi qu'on peut le faire apparaître. Il n'y a pas de problème, hein. Vu que c'est une addition, on peut changer l'ordre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours la fonction de l'une fois la dérivée de l'autre fonction, dans les deux cas. Là, j'ai la dérivée de f et h de x tout court, et là, j'ai la dérivée de h et f tout court, qui sont en produit à chaque fois. Ça, c'est l'expression de la dérivée d'un produit de fonction. Et on a évidemment le cas particulier où j'ai un produit d'une fonction avec une constante. Et donc j'applique cette formule-là. J'ai la dérivée de cette constante fois f de x, plus cette constante-là fois la dérivée de f de x. Et comme la dérivée d'une constante, ça vaut 0, il me reste ça. Et donc j'ai qu'en fait, la dérivée de a fois f de x, c'est a fois la dérivée de f de x. Donc là, c'est assez simple. En fait, quand vous avez ça, vous pouvez, entre guillemets, sortir le a de la dérivation et ne dériver que f. Et ne pas oublier, bien sûr, de le multiplier par a après. Alors, cette fois-ci, l'inverse d'une fonction. Donc, l'inverse d'une fonction, on va poser une fonction g de x qui vaut l'inverse d'une fonction. Alors, nous, ce qui nous intéresse, il faut bien le voir, c'est la fonction f. La fonction f, c'est elle qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est connaître l'expression de la dérivée de l'inverse de f. On veut en fait connaître l'expression de 1 sur f de x', ce qui revient à connaître l'expression de g' de x. Puisque g' de x, c'est 1 sur f. Donc puisque g, c'est 1 sur f, donc g', c'est 1 sur f'. Et c'est l'expression de 1 sur f' que l'on cherche. Toujours la même stratégie, hein, on va repartir directement avec le coefficient directeur. Alors, g de x plus h, c'est 1 sur f de x plus h. Et g de x, c'est 1 sur f de x. Donc, je réexprime le coefficient directeur. Je remplace g de x plus h par son expression, pareil pour g de x. Là, je mets au même dénominateur. Vous connaissez la stratégie. Je multiplie par f de x ici et ici. Je multiplie par f de x plus h ici, ici. J'ai le même dénominateur. Je peux donc relier ces expressions. Et rappelez-vous, quand j'ai un nombre qui divise une fraction, ça revient à multiplier ce nombre avec le dénominateur de la fraction. Et c'est ce que je fais ici. Donc ça, je le multiplie avec ça. Et donc, bien sûr, je peux séparer parce qu'en fait, j'ai tout ça, ça vaut un nombre. Ça, ça vaut un nombre. Ça, ça vaut un nombre. Donc ça moins ça, ça vaut un nombre. J'ai un nombre divisé par un produit. Et je peux séparer le produit. Hein. Donc a moins b, disons que ça vaut c, un nombre c. J'ai c sur e fois f, ça vaut bien c fois 1 sur e fois f. Et si vous avez du mal avec ce travail sur les fractions, vous pouvez revenir à mes premières vidéos où je traite des différentes cas de figure avec les fractions. Très bien. Alors, ici, donc quand je sépare le quotient, en fait, il faut voir quelque chose. Nous, ce qu'on veut retrouver, c'est l'expression d'une dérivée. Le truc, c'est que ici, j'ai presque la même chose, mais pas vraiment, finalement.
fait, là, j'ai l'opposé de l'expression du coefficient directeur, ou du numérateur, plutôt de l'expression du coefficient directeur. Parce que le coefficient directeur, son numérateur, ce serait f de x plus h moins f de x. Mais là, on a l'opposé de ça. Mais c'est pas grave, on peut transformer encore. En fait, ça vaut moins ça. Hein, je vous le rappelle, a moins b, c'est égal à moins b moins a. Hein, parce que bien, moins b moins a, je distribue le moins, ça fait moins b moins a, ça fait plus a. Je change l'ordre, ça fait bien 1 moins b. Je mets le a devant, je mets le moins b derrière. Hein. Donc vous voyez bien que ceci est égal à cela. Si vous considérez que f de x joue le rôle de a et f de x plus h joue le rôle de b, eh bien vous avez bien a moins b qui est égal à moins b moins a. Voilà. Et là, on retrouve du coup quelque chose qui nous est beaucoup plus familier. Ensuite, bon bah, là, quand je vais faire tendre h vers 0, bah, j'aurai l'opposé de la dérivée de f, parce que ça, quand h tend vers 0, c'est la dérivée de f. Donc la dérivée de f fois moins 1, ça fait bien moins la dérivée de f, fois ce truc qui nous reste. Mais comme h tend vers 0, bah là je vais juste f de x, mais comme là j'ai aussi f de x, je vais avoir f de x au carré. Et donc là j'ai ça fois 1 sur ça. Bien sûr, je peux mettre le moins f de x ici, moins f' de x ici. Et là j'ai l'expression de la dérivée de l'inverse de f. C'est-à-dire qu'en fait, rappelez-vous, là qu'est-ce que j'ai calculé? J'ai calculé en fait g', parce que là j'avais g, mais finalement à la fin j'aurais pu mettre que cette expression, quand h tend vers 0, elle vaut finalement ceci. Et donc la dérivée de ceci, c'est la dérivée de ça, c'est donc la dérivée de ça. Et donc quand vous avez 1 sur f de x, bah, sa fonction dérivée, son expression, elle sera de la forme moins f' de x sur f de x au carré. Et donc voilà l'idée, hein, l'expression de l'inverse d'une fonction, ou la dérivée de l'inverse d'une fonction. Voilà l'expression qu'on déduit. Hein, si vous avez quelque chose, par exemple, de la forme 1 sur u, et bah, la dérivée, ce sera moins u' sur u carré. Alors cette fois-ci, l'expression de la dérivée d'un quotient de fonction. Là, ça va être simple en vérité, parce que finalement, un quotient, on peut le transformer en un produit. Et l'avantage, c'est que maintenant, l'expression de la dérivée d'un produit de fonction, on la connaît. Et on connaît aussi l'expression de la dérivée de l'inverse d'une fonction. Et donc, ce sont ces deux éléments qu'on va utiliser ici. Donc, donc soit u et v, deux fonctions. C'est quoi la dérivée d'un quotient de deux fonctions? Donc là, par exemple, j'ai une fonction qui est définie, par exemple, comme le quotient de deux autres fonctions. Si je veux la dériver, c'est quoi l'expression que je vais avoir pour la fonction dérivée? Donc ça, u sur v, c'est bien u fois 1 sur v. Donc u sur v', c'est bien u fois 1 sur v', d'accord? J'applique la formule du produit, je vais avoir la dérivée de ça fois ça, plus ça fois la dérivée de ça. Alors bah ça, je peux directement, u', je peux le mettre au numérateur. Et la dérivée de ça, bah, c'est exactement ce qu'on a vu avant. Du coup, 1 sur v, sa dérivée, c'est moins v' sur v carré. C'est ce que je mets ici. Hein, donc le u, je peux le rentrer dedans. Et là, bon, j'aimerais bien mettre au même dénominateur. Donc là, il faut que je multiplie par v pour avoir du v carré. Mais si je multiplie par v ici, il faut que je multiplie par v ici aussi. Et donc là, comme j'ai les mêmes dénominateurs, je peux tout relier et je retrouve bien l'expression de la fonction dérivée d'un quotient de fonction. Hein. Et donc, voilà un petit peu, vous voyez déjà comment toutes les formules qu'on extrait. Et en fait, fondamentalement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin de connaître une tonne de formules sur les fonctions dérivées. Il suffit d'en connaître certaines et vous pouvez en déduire d'autres par la suite. Celle qu'on va voir ensuite, et qui est la dernière qu'on va voir aujourd'hui,
c'est peut-être celle qui est la plus dure à démontrer, mais par contre c'est celle qui est la plus utile, je pense, parce que avec cette formule, on peut déduire la formule de énormément d'autres fonctions. C'est-à-dire si on veut trouver la dérivée d'autres fonctions, bah, la dérivée du style de fonction qu'on va voir maintenant est plus que fondamentale à connaître, mais nous on va essayer de voir un peu comment ça s'est construit, et vous allez voir que c'est pas forcément évident, c'est pas non plus incroyable, hein, mais c'est pas évident parce qu'en fait il y a pas mal de choses à voir, et il y a des intuitions que par exemple des personnes de niveau lycée auraient beaucoup plus de mal à avoir, puisque pour des personnes qui font des maths en études sup, ils ont vu les développements limités, donc les intuitions ici qui vont apparaître dans ce que je vais proposer sont totalement évidentes. Mais là, je ne vais pas avoir besoin de parler de quoi que ce soit en termes de développement limité, j'aurais même pas besoin de parler de ça. L'idée de ce que je vais faire fait penser évidemment au développement limité, mais j'aurais même pas besoin d'en parler en fait. Hein. Ici, on va présenter les choses d'une autre façon, d'une façon un petit peu plus stratégique, on va dire, pour que ça ait quand même du sens. Et il s'agit donc ici de déterminer l'expression d'une fonction composée. Alors, on n'a pas encore vu c'est quoi une fonction composée, mais pour faire simple, une fonction composée, c'est une fonction qui dépend d'une autre fonction. Ici, on n'a plus x, mais on a f de x. Si on pouvait faire un schéma, on aurait par exemple x, à x j'applique f, et puis à f de x j'applique encore g. Hein, vous voyez, donc ça c'est des fonctions composées. Et du coup, c'est quoi la dérivée d'une fonction composée? Bon, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. On va d'abord proposer, je dirais, une approche simple, et ensuite on va voir quel est le gros problème qui apparaît avec cette approche-là, et puis on va essayer de voir comment pallier à ce problème. Alors, voilà ce qu'on serait tenté de faire. Donc tout d'abord, on pose donc la fonction g de f de x, hein, donc on pose la fonction g de f, je préfère dire ça comme ça. On cherche sa dérivée en un point d'abscisse a, quelconque. On va voir, là on dit a, mais en fait, à partir du moment où la fonction est dérivable en un point, eh bien, on pourra prendre pour abscisse a l'abscisse de ce point-là. Et cela pour n'importe quel point pour lequel la fonction est dérivable. Mais là, on dit a pour rester général. Donc, on cherche sa dérivée en un point quelconque d'abscisse a, et on suppose que f et g, donc f et g sont dérivables en a, évidemment, parce que si g est dérivable en a mais pas f, on va avoir un problème. D'ailleurs, petite remarque, parce que je ne vous ai pas encore vraiment dit ce que ça signifie ne pas être dérivable. Ne pas être dérivable, finalement, ça revient à ne pas respecter au moins une des conditions qui font qu'une fonction est dérivable. Une fonction, elle est dérivable si elle admet une limite, finie et unique lorsqu'on fait tendre h vers 0. C'est-à-dire que si je fais tendre h vers 0 et que je trouve une limite infinie, un nombre infini, bah, on dira que la fonction n'est pas dérivée, parce que l'infini, comment vous voulez l'exprimer en termes de fonction, c'est pas possible, c'est indéterminable, indéfinissable. On ne peut pas construire une fonction qui vaut plus l'infini, c'est pas possible. Il n'y aura pas de fonction dérivée. Ça, c'est un premier élément qui fait qu'une fonction n'est pas dérivable. C'est quand on fait tendre h vers 0, bah, ça donne quelque chose qui tend vers l'infini. Et puis il y a un autre cas de figure qui est si une fonction, lorsqu'on fait tendre h vers 0, la fonction admet plusieurs limites différentes. Si c'est le cas, lorsque on fait tendre h vers 0, on a plusieurs valeurs possibles de f de x, de f' de x plutôt. Bah là, ça pose problème, parce que comment vous allez définir votre fonction dérivée? A priori, vous pourriez définir plusieurs choses en même temps. Bon, là, c'est compliqué, vous ne pourriez pas faire grand-chose. Et donc, pour qu'il y ait existence d'une fonction dérivée, hein, qui décrive bien les variations de notre fonction de référence,
eh bien, il faut que la fonction dérivée soit telle que le nombre dérivé vaille un nombre fini et unique. Et donc, si l'une de ces deux conditions ne sont pas respectées, unicité et caractère fini de la limite, si une de ces conditions ne sont pas respectées, eh bien, la fonction n'est pas dérivable. Donc là, on suppose que f et g sont dérivables, parce que pour les autres cas, ça ne nous intéresse pas, parce que nous, on s'intéresse au cas où on peut faire des choses avec la dérivation. Voilà. Alors, on va donc du coup poser le coefficient directeur. Alors là, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait deux expressions de la fonction dérivée. Là, on en utilise une autre. Le coefficient directeur, on va l'exprimer plutôt sous cette forme-là, et puis on fera tendre x vers a. Donc voilà. Ça, vous pouvez revenir au cours sur l'introduction aux fonctions dérivées pour ce détail. Donc ça, d'accord, c'est le coefficient directeur. Ma fonction g, fondamentalement, elle dépend bien de x, puisque si x varie, f va éventuellement varier, et ça va se répercuter sur g. Alors là, petite transformation d'écriture. Là, je peux multiplier et diviser en même temps par ceci. C'est comme si j'avais multiplié par 1, donc il n'y a pas de problème. Mais l'avantage, c'est que je peux ensuite intervertir les quotients et je peux intervertir les dénominateurs plutôt de ces fractions. Et là, je vais effectivement avoir l'expression vraiment de la... je vais pouvoir en déduire en fait l'expression de la dérivée quand je fais tendre x vers a. On va voir qu'il y a un problème avec ça, mais c'est juste pour vous dire c'est quoi la démarche a priori. Là, on n'avait pas encore l'expression de du coefficient directeur qui nous permet ensuite de déduire le nombre dérivé parce qu'on n'avait pas f de x moins a, mais je suis juste reparti de là pour ensuite faire cette transformation d'écriture. Parce que si je mets directement g de f de x moins g de f de a sur f de x moins f de a, bah oui, ok, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, je veux une expression. Donc voilà, on est passé par autre chose. Et puis on a déduit ceci, et là, évidemment, quand je fais tendre x vers a, bah là, je vais avoir la dérivée de f fois, a priori, la dérivée de g. Mais il y a un problème. À votre avis, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que, effectivement, on fait tendre x vers a. Donc faire tendre x vers a, ça ne veut pas dire que x va être égal à a. Ça veut dire qu'on se rapproche des valeurs de x qui sont aux abords de a. Donc on est sûr que x va être différent de a. Mais si x est différent de a, est-ce que ça signifie forcément que f de x est différent de f de a? Bien sûr que non. Et ça, je vais vous en donner un exemple tout de suite. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que si f de x peut être égal à f de a, on aurait alors f de a moins f de a égale 0. Et là, on diviserait par 0, ce qui apportera un caractère indéterminé à cette expression. Il nous faut donc trouver une autre façon d'exprimer la dérivée de la fonction composée, une autre façon de reformuler tout ça, qui ne pose pas de problème au niveau du dénominateur. Parce que quand on a des fractions, on est souvent amené à ce problème-là de ne pas diviser par 0 et de chercher s'il n'y a pas des cas où ce serait éventuellement possible et pour lesquels on aurait un problème. Donc ça, c'est ce qu'on aurait voulu faire, problème que j'ai indiqué. Et en fait, regardez, si je prends par exemple x égale moins 4 et x égale 4, et que j'applique à ces deux valeurs-là de x la fonction carré, f de moins 4, ça fait moins 4 au carré, f de 4, ça fait 4 au carré, et dans les deux cas, ça vaut 16. Donc j'ai des abscisses différents, mais leurs images sont les mêmes. Donc le fait de dire que x est différent de a pour tout x n'assure pas le fait que f de x soit différent de f de a.
peut avoir des cas où c'est possible. Donc, on aurait un problème dans ce cas-là, et pour nous, on veut une expression de la fonction dérivée qui soit définissable pour tout x. En tout cas, voilà, quelque chose qui marche de manière générale. Donc, on va essayer de reformuler tout ça. Tout d'abord, je reprends l'expression du coefficient directeur de G. Donc ça, c'est quand je fais tendre x vers A, c'est bien G' de f de A. Donc pour l'instant, je n'ai pas... Pour l'instant, je n'ai pas dit grand-chose en fait. Là, j'ai juste dit que, en théorie, c'est ça. Effectivement, la dérivée de G de f de A, c'est le coefficient directeur en l'abscisse, entre guillemets, qui vaut f de A. On dit juste que quand je fais tendre x vers A, c'est censé valoir, en théorie, ceci. Mais on a vu qu'il y avait des petits problèmes. On va essayer de reformuler tout ça pour que ça ne pose pas de problème. On va isoler g de f de x pour l'exprimer. Quand on l'isole, on trouve ceci. Donc, là, j'ai multiplié, là, ça a apparu A, ça, il est venu ici en plus, bien sûr. Et donc là, c'est là que ça va être un peu subtil. Ça va être un petit peu subtil. On va poser une fonction que j'ai appelée tx et qui vaut 0 quand x tend vers a. Et on va la multiplier par f de x moins f de a pour une raison simple qui est qu'on va anticiper une factorisation à venir. On aura besoin de factoriser par la suite. Mais pourquoi j'ajoute cette fonction? Et surtout, est-ce que l'ajout de cette fonction pose problème? J'ai le droit d'ajouter cette fonction, pourquoi? Parce que nous, ce qu'on étudie au niveau de g de f de x, c'est uniquement ce qui se passe aux abords de A, aux abords d'un point A quelconque qui aura été choisi. Et comme aux abords de A, cette fonction-là vaut 0, j'aurai donc bien 0 fois quelque chose, et du coup, là, je retrouverai bien mon expression de départ. Et comme c'est uniquement ce qui se passe aux abords de A qui nous intéresse, eh bien cette expression, elle est vraie aux abords de A, aux abords du point d'abscisse x égale A. Donc il n'y a aucun problème à l'ajouter. Et on va utiliser cette expression de g de f de x ensuite pour pouvoir réexprimer notre coefficient directeur autrement. Et comme d'autre part, f est dérivable en a aussi, d'après ce qu'on a posé comme condition, eh bien on a bien que ceci, ça vaut f' de a. Je peux exprimer f de x en l'isolant de la même manière. Et puis, je peux rajouter pareil une nouvelle fonction dx qui vaut 0 quand x tend vers a, et on va la multiplier par x moins a, et là en plus la factorisation, on va tout de suite la voir apparaître, je la fais direct. Donc f de x est égal à tout ça, j'ai rajouté cette fonction-là fois x moins a, ça me permet ensuite de factoriser par x moins a, et d'avoir cette expression-là, d'accord. Le f plus a, il n'est pas concerné par x moins a, donc il reste dehors. D'ailleurs, je vais le mettre de l'autre côté, et je vais avoir ceci. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on a f de x moins f de a qui vaut quelque chose qui ne fait plus apparaître ni f de x ni f de a. Là, c'est f' de a. Et donc là, déjà, c'est plus intéressant parce que ça va nous permettre éventuellement d'exprimer ce f de x moins f de a qui était au dénominateur d'une autre façon, telle que on n'ait plus ce problème de définition là où on risquait de diviser par 0. Et donc, si je reprends l'expression de g de f de x que je vous avais montré, comme cette expression à l'intérieur, on avait du f de x moins f de a, et qu'on a montré que f de x moins f de a, ça vaut ceci, et ben on va reprendre l'expression de g de f de x, et on va remplacer ce f de x moins a par son expression. Ça donne un truc hyper long qui peut faire hyper peur, mais en fait vous allez voir que ça va, à la fin on va arriver à un truc hyper simple. Mais on est obligé de passer par là malheureusement. Donc là on a un gros truc, et donc là je vous ai résumé ce que j'ai fait pour éviter les longues lignes de calcul qui servent à rien, parce que finalement c'est assez simple maintenant. Moi je veux donc déjà je fais tendre x vers a, puisque moi ce qui m'intéresse c'est de chercher la dérivée en a, donc
À partir de là, je veux retrouver l'expression du coefficient directeur et sachant que je fais tendre x vers a. Donc je vais reconstruire ce coefficient directeur. Comment? Je vais soustraire par g de f de a qui était tout seul ici de chaque côté. Je vais factoriser par x moins a. Je vais diviser par lui de chaque côté. Et comme on est dans le contexte de limite de quand x tend vers a, ça vaut 0, ça vaut 0. Et au final, on va trouver ceci. Finalement, quand je fais tendre x vers a, finalement, ça change pas grand-chose. Que je dise g de f de x moins g de f de a sur f de x moins f de a, dire que je vais faire tendre f de x vers f de a, c'est une façon d'exprimer la dérivée de g. Mais dire que je vais prendre cette expression-là et que je fais tendre x vers a, donc c'est aussi une façon de déterminer la dérivée de g de f de x. C'est une autre façon de l'écrire, si vous voulez, qui marche aussi, qui a aussi du sens, en fait. On avait déjà montré d'ailleurs que ça revenait un peu à la même chose avec l'exemple qu'on avait montré avant, mais on avait juste dit qu'il y avait un problème dans la façon d'exprimer le coefficient directeur. Parce que on avait du f de x moins f de a en bas. Et comme on a montré que finalement on pouvait se ramener à une autre expression en retrouvant le même résultat, eh bien, et là avec quelque chose qui ne pose pas de problème, on est assuré du fait que la dérivée de notre fonction composée, donc quand x tend vers a ici, ça vaut bien la dérivée de la fonction à l'extérieur fois la dérivée de la fonction à l'intérieur. Tout simplement, donc on a une expression hyper simple pour la dérivée d'une fonction composée. Donc un peu plus ardue cette dernière, mais qui nous ramène à quelque chose d'assez simple et qui nous permet aussi de comprendre tous les enjeux qui tournent autour du fait qu'une fonction soit dérivable, du cas où elle n'est pas dérivable, du cas où il pourrait y avoir des problèmes dans l'expression de la dérivée et comment on pourrait reformuler ces choses-là. Je vous avoue qu'elle est très ardue la dernière, mais ce qu'il faut surtout retenir pour vous, ça va être cette formule-là. Mais là, c'est un peu pour voir tout le processus qui nous conduit à ça, de façon sûre et certaine, avec quelque chose de bien défini. Et donc voilà sur ces formules de dérivation, et on en verra éventuellement d'autres, mais plus particulières. Par exemple, la dérivée de la fonction cosinus, la dérivée de la fonction sinus, ce genre de choses, mais ça je préfère les voir dans d'autres chapitres, notamment le chapitre sur les limites, où là pour le coup on va pouvoir retravailler sur des fonctions dérivées qu'on n'avait pas vues ici, mais qu'on pourra éventuellement voir dans ce chapitre-là de façon un petit peu plus détaillée. Voilà.